Mohamed Hassan Ouazzani pour la démocratie et le développement humain. Nous allons commencer, je pense. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Oui. Donc, voilà, bonsoir mesdames et messieurs. Bonsoir professeur Lhlo. Je me présente à vous. Je suis docteur Houriel Ouazzani, présidente du centre Mohamed Hassan Ouazzani pour la démocratie et le développement humain, que j'ai créé en 2015, et du centre culturel Mohamed Hassan Ouazzani, créé en 2022 à Idzer, dans le Moyen Atlas. Idzer a été le lieu d'exil de mon vénéré père, Mohamed Hassan Ouazzani, pendant plus de 9 ans. Et c'est là que j'ai voulu construire le centre, juste en face de là où il était exilé, emprisonné. Voilà. Alors aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir le professeur et docteur Benin Lhlo, qui va faire une présentation du contenu de son dernier ouvrage qui vient de paraître et qui est intitulé « Géopolitique, essai épistémologique ». Nous avons eu l'honneur de l'inviter le 20 octobre 2016, après la sortie d'un autre ouvrage accueilli avec succès, intitulé « Le capital immatériel ». Je vais vous donner une biographie succincte de la vie de Madame Benin. Alors, professeur Benin est docteur en médecine générale et en médecine d'urgence et de catastrophe. Elle est aussi docteur en droit public en relations internationales. En plus d'avoir été députée et conseillère communale à Casablanca, elle a été membre au conseil de cette ville de 2009 à 2015. Ayant un esprit ouvert et très polyvalent, elle a suivi plusieurs formations, dont celle de contrôle des finances publiques et évaluation des politiques publiques, et même une formation au Parlement britannique, contrôle du budget. Elle est l'auteur d'études, écrits et analyses publiées dans les domaines médicaux, scientifiques, politiques, économiques et sociaux, et même sportifs. Par exemple, dans l'équitation, qu'elle pratique d'ailleurs. Parmi les nombreuses activités sociales, elle est présidente de l'association Espérance pour la lutte contre la violence et l'instauration de la culture du dialogue, ce qui est très important à l'heure actuelle. Voilà, c'est une biographie succincte, mais voilà, j'ai dit l'essentiel, je crois. Voilà. Et avant de donner la parole au professeur Benin, je tiens à la remercier chaleureusement au nom du centre Mohamed Hassan Ouazzani pour la démocratie et le développement humain et en mon nom personnel pour sa contribution. Et également, je tiens à remercier tous les participants pour l'intérêt qu'ils portent à ce sujet qui est très tendance depuis quelque temps. À vous la parole, professeur Lhlo. Nous sommes ravis de vous écouter. Merci beaucoup, Madame Ouazzani. Merci beaucoup de cette présentation. Merci beaucoup. Bonjour, chers collègues. Merci de votre présence à cette conférence que nous espérons utile. Je ne vais pas être trop longue. Je vais parler des grands concepts, des grandes notions et des termes, et beaucoup de termes nouveaux, je dis bien nouveaux, qui sont insuffisamment expliqués. Donc, je prierai éventuellement les auditeurs de noter en quelque sorte des termes qu'ils voudraient éventuellement plus d'explications.
Mais l'ouvrage que nous avons l'honneur de présenter aujourd'hui s'attaque à trois grandes disciplines qui sont d'apparence différentes, mais en fait, elles sont très liées, voire complémentaires, pour une analyse globale de ce que nous vivons et nous voyons. Il s'agit des sciences, de l'épistémologie et de la géopolitique. Ce sont bien sûr des mots lourds de sens et modestement, nous allons nous attaquer à la géopolitique après avoir survolé les deux premières disciplines, vu la lourdeur de la tâche. Vous imaginez bien. Les sciences d'abord, qui consistent en l'ensemble des connaissances que l'humanité a accumulées à travers le temps et les espaces et qui peuvent ou pas être remises en cause, et cela par des méthodes connues et admises par l'ensemble des chercheurs qui observent. L'alchimie d'abord, qui permet de séparer les composants de la matière afin de mieux les identifier. L'empirisme, qui met en évidence des actions et réactions et autres découvertes fortuites. L'expérimentation est très importante pour la recherche scientifique car elle permet de confirmer ou d'infirmer une donnée. La théorisation, bien sûr, par le raisonnement, et la pratique, qui est la phase finale et qui confirme la théorie. On a l'habitude de séparer les sciences dures des sciences dites molles qui sont sujettes à des interprétations. Les sciences dures sont les mathématiques, la logique, la physique, que tout le monde connaît. Celles-là usent des axiomes, des postulats, des hypothèses qui sont soumis à l'analyse de la logique, du raisonnement et par la suite à l'épreuve de la déduction et de la réitération. Les sciences de la nature, ces sciences concernent plusieurs disciplines, la chimie, la médecine, quelques aspects de la physique, la biologie. La méthode ici de la connaissance aboutit à concevoir des lois qui sont les lois de la nature. Exemple, quand on porte l'eau à ébullition, elle change de forme, elle devient un gaz. Ça, tout le monde le sait. On peut imaginer beaucoup d'autres exemples de ce genre. Les sciences humaines, l'économie, l'histoire, la sociologie, la politique, l'écologie, la démographie, la psychologie, les statistiques, ces sciences-là font appel inéluctablement à l'anthropologie, car il y a prise en compte de la composante humaine en tant qu'être biologique, vivant, pensant et réfléchissant, et donc l'introduction de la subjectivité qui devient inévitable. Mais on admet qu'une observation faite par une personne reste subjective, mais elle s'approche de l'objectivité quand elle est vérifiée par un groupe de plusieurs personnes, voire un groupe de chercheurs qui rentrent dans les sciences sociales. Quelles sont donc les caractéristiques d'une science pour qu'elle puisse être désignée comme telle? Il y a 7 critères. Je suppose que les scientifiques la connaissent, les sociologues aussi. Il y a d'abord l'objectivité. Objectivité sur l'observation affirmée par plusieurs chercheurs. La reproductivité par l'expérience, c'est-à-dire que quand les mêmes causes produisent les mêmes effets. La modélisation, pouvoir élaborer un modèle théorique pour pouvoir reproduire l'expérience. Le caractère cumulatif. Un chercheur doit pouvoir s'appuyer sur les données scientifiques déjà reconnues et non pas commencer à zéro parce qu'on n'arrivera jamais. Le caractère contrôlable, c'est-à-dire que contrôler toutes les phases de l'expérimentation aboutit au même résultat. Et le caractère prédictif, c'est ce qui est important. C'est peut-être capable, on doit être capable de prédire ce qui va se passer lors d'une expérience scientifique connue.
Cette petite introduction très brève sur les disciplines scientifiques va nous aider à développer notre raisonnement. Venons-en maintenant à l'épistémologie. L'épistémologie, c'est la discipline qui consiste à jeter un regard critique et philosophique sur toutes ces sciences. Notre travail dans cet ouvrage a consisté à élucider parmi les connaissances scientifiques celles qui ont pu résister à l'épreuve du temps, à l'épreuve des influences de la nature, de l'homme, des êtres animés et inanimés, des facteurs observables ou non observables, ou même occultes, en utilisant les caractéristiques de la scientificité explicitée plus haut. En somme, la science ou les sciences d'aujourd'hui sont-elles les mêmes que celles d'antan? A-t-on procédé à la vérification de toutes les caractéristiques propres d'une science? Comme la science est par définition universelle, tous les chercheurs et les scientifiques du monde entier étaient-ils d'accord sur les théories scientifiques émises? Je me permets ici d'émettre quelques hypothèses scientifiques qui ont été l'objet de certitudes scientifiques et qui sont remises en question depuis quelque temps par ce qu'on appelle les chercheurs de vérité. Mon intention ici n'est ni d'affirmer ni d'infirmer ces théories, mais plutôt de poser des questions sur des connaissances scientifiques qui ont toujours été immuables pour le commun des chercheurs, mais surtout espérer attribuer une valeur heuristique à mes propres recherches. Les exemples sont très nombreux, nous y reviendrons. Quelques exemples de remise en cause des théories émises par le passé et admises jusqu'à l'heure actuelle. La théorie de l'évolution de Darwin, la théorie du globe terrestre, le dogme de la démocratie en politique et autres dogmes économiques et sociaux, nous reviendrons là-dessus. Alors, venons-en maintenant à la géopolitique. La géopolitique, elle est très importante. Si on se tient à la signification littérale du terme, cela veut dire l'influence du facteur géographique sur l'action politique. Mais cela sous-entend aussi ce que renferme le terme géographique, c'est-à-dire les lieux, les régions, les ressources, les économies, les cultures, et la culture au sens large, etc. La géopolitique comme discipline scientifique est apparue avec un géographe suédois, Rudolf Gehlen, au siècle dernier, et qui a étudié comment la situation géographique d'un État peut-elle influencer son comportement politique vis-à-vis des autres États et autres entités politiques du voisinage et même lointains. Mais cet auteur a dépassé la définition statique de l'État que nous avons tous étudié en sciences politiques, comme la triade formée d'un territoire, une population, un gouvernement, pour lui donner une définition organique qui la rend dynamique, vivante, évolutive et dans les deux sens, progression et régression. C'est ainsi que Rudolf Gehlen donne cette définition. Un État est comme un être vivant qui naît, grandit, atteint son plein développement, puis se dégrade et meurt. Et ce ne sont certainement pas les événements politiques qui se passent dans le monde aujourd'hui qui vont contredire cette définition. Évidemment, dans cette phrase, il y a à discourir des pages, des livres, des tomes, mais pour le sujet qui nous intéresse et sur le plan pratique, la géopolitique a bel et bien remplacé les relations internationales comme discipline à plein temps où la belligérance est omniprésente et qui a infiltré, voire remplacé le droit international public. Du reste, on a toujours entendu dire qu'il n'existe pas de droit international public, mais plutôt des relations internationales. Nous avons donc des preuves de la vivacité des entités étatiques et autres empires et les exemples dans l'histoire ancienne
des pharaons, des Babyloniens, des Romains, jusqu'à l'histoire contemporaine. Les empires coloniaux en sont une démonstration. La France, la Grande-Bretagne, qui se sont partagés tout le continent africain et d'autres ailleurs. Et nous assistons actuellement à la décadence et à l'effritement du rôle de ces États colonisateurs, sujet très vaste et qui mériterait à lui seul toute une étude. En fait, en géopolitique, c'est l'ampleur et la portée des phénomènes ainsi que leur interaction qui ont rendu la matière extrêmement difficile à décortiquer et à analyser, encore moins à faire des déductions, essentiellement à partir des années 70 où ont commencé des crises structurelles et même institutionnelles. On se rappelle tous à cette période l'abandon de l'étalon or pour conserver la valeur marchande du dollar américain, l'accélération de l'histoire au début des années 90 et l'enchevêtrement des phénomènes politiques que la mondialisation a fortement facilité oblige la pensée critique à revoir sa copie. Après la chute du mur de Berlin et la dislocation de l'Empire soviétique, de nombreux conflits sont apparus, très compliqués à analyser, même dans leur contexte, et souvent très éloignés de leur espace géographique et leur position politique. Les influences extérieures sont très présentes et très fortes. Le Moyen-Orient reste le plus démonstratif jusqu'à nos jours. Zoomez un peu vers Gaza palestinienne et si vous arrivez à comprendre les vrais enjeux, expliquez-moi, même si dans mon livre, il y a beaucoup d'éléments de compréhension. Nous revenons à notre sujet épistémologique qui est la méthode du traitement de toutes les disciplines et la matière première que constitue notre réflexion dans cet ouvrage. Toutes les informations que vous trouverez dans ce livre sont sourcées, documentées, vérifiées et confirmées avec des références et une bibliographie étoffée et des annexes à l'appui, même dans le langage de Shakespeare. Commençons par les sciences qualifiées de dures, comme les mathématiques, la logique et la physique. Un exemple ici ne résiste pas à l'épreuve de l'objectivité. C'est la forme de notre planète Terre que l'on a toujours désignée, montrée et configurée comme le globe terrestre avec une forme sphérique à 4 pôles opposés et dont les 2 tiers sont occupés par les eaux, océans, mers, rivières. On nous a toujours enseigné que la Terre tourne autour d'elle-même et tourne également autour du Soleil. Mais objectivement, personne n'a jamais pu observer de visu cette forme globulaire, ni senti un quelconque mouvement terrestre, hormis bien sûr les séismes qui causent parfois des ravages. De la sorte sont apparues des voix dissidentes sous le nom de chercheurs de vérité qui doutent de ces postulats et pensent que la planète Terre est bel et bien plate et se font nommer les platistes car ils sont convaincus que la Terre a la forme d'un bol et tourne autour d'elle-même à la manière d'une toupie. Sinon, c'est la loi de la gravitation universelle qui serait mise à mal. Et si la Terre, en tant que globe sphérique tournait autour d'elle-même, ce seraient les océans qui inonderaient toutes les terres fermes, chose inobservable et donc non objective. C'est donc le premier critère de la scientificité qui fait défaut ici. Il existe d'autres exemples de remise en cause de cette science dure, bâtie en fait sur des croyances, voire des mythes. Il en est ainsi du voyage dans l'espace d'une navette sous le nom d'Apollo vers la Lune avec des astronautes humains à bord qui commence d'ailleurs à se faire oublier de l'histoire. Cette idée que l'homme a posé son pied sur la Lune est passée dans l'oublié. Quant aux sciences de la nature, ici, plus encore qu'ailleurs, l'épistémologie s'avère plus prolifique. Dans l'ouvrage, il y a beaucoup d'exemples d'erreurs qui étaient admises comme postulat de départ, mais même si le doute a toujours existé, le silence est maintenu.
Il en est ainsi de la théorie de l'évolution de Darwin, qui pensait que l'homme descendait du singe, dont la colonne vertébrale complètement courbée à l'horizontale au départ, et qui a commencé à se redresser progressivement au cours du temps jusqu'à la verticalité. Cette théorie a bien sûr été utilisée pour des expériences sur les singes avec comme objectif d'une extrapolation à l'homme. Si on observe l'histoire que nous lisons dans les livres, on constate qu'il y a autant de causes des guerres que d'historiens et d'observateurs, qu'ils aient été contemporains ou des narrateurs, tout en sachant que l'histoire a été écrite par les vainqueurs. J'ai pu lire en effet que l'attentat de Sarajevo du 28 juin 1914, avec l'assassinat de l'héritier du trône austro-hongrois qui avait déclenché la Première Guerre mondiale, n'est pas la cause de la guerre mondiale, mais plutôt la conséquence des jeux d'alliance, de nationalisme à outrance, de conquête coloniale, des conflits économiques, mais aussi et surtout la course aux armements, dont le développement et la technologie n'ont jamais cessé jusqu'à l'heure actuelle. Et par les temps qui courent, nous constatons chaque jour des faits politiques, géopolitiques et stratégiques différents, disparates, intriqués et enchevêtrés les uns avec les autres dans la guerre qui oppose la Russie à l'Ukraine et l'Europe, avec la crainte permanente que le caractère dissuasif de l'arme nucléaire n'échappe au contrôle des décideurs mondiaux. Pour la Deuxième Guerre mondiale, la formation des alliances militaires entre le nazisme allemand, le fascisme italien et ce que les historiens décrivent comme impérialisme japonais ne peuvent pas tout expliquer sur cette période 39-45 de l'histoire. Hitler ne voulait en fait rien d'autre que de sauvegarder la race aryenne dans sa pureté. On ne peut du reste éluder le rôle de la crise économique depuis 1930 dans l'enchevêtrement des événements, ni d'ailleurs les conditions draconiennes pour l'Allemagne dans lesquelles le traité de Versailles a été conclu pour mettre fin à la Première Guerre mondiale, retrait de certains territoires, son armée démantelée, etc. Bien entendu, les désirs expansionnistes de certaines puissances ne peuvent être négligés. Ici, l'épistémologie s'avère être très compliquée, car ni le caractère objectif, ni la véracité, n'y trouvent validation, encore moins le caractère prédictif. Car faut-il rappeler que la SDN a été créée justement pour éviter les guerres, mais on a dû vite déchanter. D'ailleurs, les guerres mondiales n'ont jamais cessé. La guerre froide qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale est bel et bien la Troisième Guerre mondiale. C'est ainsi qu'on a parlé des guerres de 4e et 5e génération, celle du bien contre le mal, voire le mal contre le bien. Nous y reviendrons peut-être. Si on étudie attentivement l'écologie avec sa biodiversité, au mieux l'écosystème, c'est encore plus troublant pour l'esprit humain, car d'une part, les actions et réactions chimiques et biologiques répondent à des règles auxquelles la nature nous a habitués à constater. Par exemple, si on associe un gaz, par exemple l'oxygène, avec l'hydrogène dans des proportions définies, on obtient de l'eau. Mais tout n'est pas aussi simple, car les interactions biologiques entre les êtres vivants, micro-organismes, virus, bactéries, champignons, plantes, animaux et les humains sont innombrables. C'est-à-dire que les études effectuées dans ce domaine de l'écologie seront forcément parcellaires, voire partiales, et dépendent assurément des méthodes utilisées et des objectifs recherchés. Dans le livre, vous trouverez des références bien documentées et tout un chapitre sur l'écologie, le climat et son imposture. À propos du carbone, même si les scientifiques montrent et démontrent
que cet élément naturel, chimique, est indispensable pour la vie des êtres vivants, les écolos persistent à dire qu'il faut le supprimer car il provoque un réchauffement climatique délétère pour la vie sur cette planète. Nous avons tous appris dès l'école primaire que les mécanismes physiologiques de la photosynthèse utilisent le carbone pour respirer, pour vivre et se reproduire. Tout le monde sait que durant la nuit, les plantes absorbent le carbone et rejettent l'oxygène que nous, les humains, respirons. Et tout le monde sait que s'il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de vie. Je me permets juste de rappeler brièvement une réaction chimique à base des éléments carbone et oxygène qui s'y déroule à tout moment dans le milieu intérieur de notre organisme, c'est-à-dire le sang qui circule dans nos artères et nos veines et qui est destiné à rétablir de manière physiologique le pH, le potentiel acide dans le sang et l'équilibre acido-basique que sans cet équilibre, il n'y a pas de vie. Le CO2 plus H2O donne H2CO3 qui lui-même donne H plus HCO3 moins. Et cette équation, elle peut être au sens contraire. C'est cette réaction chimique connue de tous les médecins réanimateurs et tous les soignants qui maintiennent la vie. Que valent donc toutes les conférences mondiales sur le climat et le réchauffement climatique qui seraient dues à l'excès, voire à l'existence même du carbone dans l'atmosphère? Je vous laisse ici faire vos propres recherches et il y a beaucoup de références dans le livre. Toutes les COP, les conférences sur le climat qui se sont déroulées après celle de Rio de Janeiro de 1992, dite Sommet de la Terre, avec une mobilisation mondiale, humaine, financière, commerciale, environnementale, psychologique, etc. Le temps manque ici pour en relater tous les tenants et les aboutissants. Observons maintenant du côté des sciences médicales. C'est assurément la matière la plus prolifique pour une analyse épistémologique, car il s'agit de la santé de la personne atteinte d'un mal quelconque et depuis quelque temps des personnes tout à fait saines. Il faut juste imaginer l'esprit et la psyché de cette personne qui pourrait consentir par peur de la maladie, de la mort ou simplement de l'inconnu à tout type de traitement, consentir donc à tout type de traitement par ignorance de ses droits fondamentaux, l'absence d'un consentement éclairé, le respect de son intégrité physique et morale conformément aux principes des droits de l'homme et en premier le droit à la vie, décidé par la communauté internationale il y a déjà 2 siècles. Les exemples sont ici très nombreux. Nous venons de parler de l'arnaque du CO2, mais il y en a beaucoup d'autres. Le tabac qui tue à petit feu, qui continue à se diffuser malgré la notice écrite en rouge sur le consentement, sur le contenant de ce toxique, et que les auteurs ont créé un remède, entre guillemets, qui est pire que le mal, nommé cigarette électronique. L'arnaque du cholestérol sanguin, dont le seuil de tolérance continue de s'abaisser progressivement, dans le but d'élargir la frange des patients qui doivent être médicalisés. Même procédé pour l'hypertension artérielle. On abaisse toujours le seuil de la normalité pour élargir les personnes qui doivent prendre les médicaments. Je pourrais ici donner beaucoup de détails à la demande de l'audience si vous êtes intéressé. Beaucoup d'autres produits pharmaceutiques sont là non pour guérir, mais pour faire consommer. Et comme a dit un chercheur de vérité, l'industrie pharmaceutique ne veut pas votre bien, elle veut vos biens. On peut trouver toutes les références dans ce livre. Venons-en à la sociologie.
L'épistémologie des sciences sociales est encore plus intéressante car elle se base sur des études sur le terrain social, des échantillonnages, des extrapolations, des déductions, des statistiques, définies d'ailleurs par des sceptiques comme l'art de mentir avec précision, sans rentrer dans des détails compliqués comme des variables indépendantes qui deviennent dépendantes, des comportements jadis bannis et qui deviennent banalisés par leur répétition et que le peuple s'habitue à voir et qui rentre progressivement dans la normalité, comme la fenêtre dite d'Overton. Il s'agit ici d'un espace où on peut véhiculer un discours acceptable du point de vue social, mais qui s'est étendu à un langage plus extrême pour élargir cette fenêtre afin d'accepter des idées extravagantes, en tout cas celles qui étaient jusque-là inacceptables. Il suffit ici de voir la scène de clash qui s'est déroulée au sein du Parlement marocain pour la première fois dans la vie de cette institution. Un autre exemple très important ici, car retrouvé dans le monde entier, c'est celui de l'immigration qui a abouti au métissage des races, des peuples, des cultures et des générations et qui finit par déraciner des peuples entiers. Il convient ici de distinguer l'immigration spontanée des jeunes vivant dans le désert économique, le désert social, désert médical, désert technologique. On pourrait ici discourir des heures et des heures, mais cette sorte d'immigration peut trouver solution pour peu qu'il y ait une volonté politique des décideurs locaux et mondiaux. Mais l'immigration la plus pernicieuse est celle qui est provoquée. Je parle ici de l'immigration initiée, encouragée et financée par le mondialiste George Soros sous la bannière de la lutte contre le racisme et qui finit par les conflits sociaux gravissimes, culture, religion, politique, démocratique, etc. Le concept de démocratie libérale et démocratie populaire sont autant d'exemples de ce genre. Parce que vous savez, la démocratie a plusieurs sens. Un autre exemple plus récent est celui du concept de laïcité. Il est plus récent celui-là, qui a changé de signification. Actuellement en Europe, essentiellement en France, on détruit des bâtiments et des insignes religieux, car justifie-t-on pour protéger la laïcité, alors que celle-ci voulait dire au départ une séparation du politique et du religieux. Autre concept apparu, celui de l'inversion accusatoire. L'inversion accusatoire qui consiste à accuser son adversaire d'une forfaiture qu'on a commis soi-même. En ce qui concerne l'économie, qui est un domaine aussi vaste et compliqué, et dont moi-même, je ne comprends que des bribes, car ce n'est pas ma spécialité, mais si je prends ici juste le concept de gouvernance, qui a été concocté par les théoriciens au début des années 90, après que toutes les lois économiques, qu'elles soient libérales ou socialistes, aient abouti à des crises économiques très graves, rappelons seulement la crise de 29, la crise de 2008, à une décroissance, surtout à une décroissance délétère dans tous les aspects de la vie, des peuples et de tous les pays du monde. Vous avez peut-être remarqué que nous n'avons pas parlé de mondialisation dans cette présentation, même si elle est omniprésente, car c'est un sujet tellement vaste et qui a d'ailleurs transformé la mondialisation en mondialisme et qui devrait faire le sujet de toute une conférence, car si on y rentre, on risque de ne pas en sortir, mais vous trouverez des pages dans le livre qui relatent ce phénomène. On a donc inventé le concept de gouvernance à l'image d'un navire dont il faut tenir fermement les gouvernails, tantôt à bâbord,
tantôt à tribord, pour éviter que le navire ne chavire, mais il a fini par succomber. Je ne dirais pas tel le Titanic, car il y a toujours des choses à récupérer, mais toujours est-il que toutes les économies, les finances, la croissance, le développement sont en berne, et même le moral et l'espoir des peuples, car la volonté des grands décideurs n'est pas encore là. Et la corruption, les malversations, les dilapidations sont toujours là. En arabe, le terme de façade est très parlant et exprime tout ce qui participe à l'effondrement des valeurs. Inutile de parler des systèmes bancaires, des problèmes de la dette, de l'investissement et ses dérives, du problème de la souveraineté alimentaire, énergétique, etc., qui s'est déjà effrité, du rôle de l'État stratège, qui est passé de l'État régalien protecteur à l'État contrôleur, l'État orienteur, puis l'État démissionnaire de ses fonctions d'antan. Ce qui me permet la transition vers le chapitre de la politique économique, la politique éducative, la politique sanitaire, c'est trop long. Je n'ai pas besoin d'expliciter ici les déboires de la politique, autant nationale qu'internationale, car tout ce qui est devenu clair, tout est devenu donc clair, apparent, évident, et tout le monde connaît les dérives qu'a subi l'exercice de la politique ici et ailleurs dans le monde, les conflits régionaux qui chaque jour s'exacerbent un peu plus, Moyen-Orient, Ukraine, Amérique latine, Venezuela, le rôle des USA et du phénomène de Trump que certains nomment déjà par le Trumpisme. Mais il existe une politique silencieuse, plus sournoise et non moins efficace, même si elle est longue et prend des décennies à s'installer. Je parle ici de l'ingénierie sociale, du conditionnement populaire, des répétitions, des contre-vérités, de la dissonance cognitive, qui veut dire le brouillard cérébral provoqué par une vérité révélée après avoir toujours cru à l'effet contraire, c'est-à-dire un mensonge. Le port de masque lors de la crise sanitaire en est un exemple démonstratif. Le phénomène du terrorisme et de la loi qui s'en est suivie, qui vous soustrait la liberté en échange de la sécurité. La loi sur la programmation individuelle, qui a commencé il y a des décennies par les calculatrices qui mettent au repos nos cerveaux et nos mémoires, et qui s'est continuée par les technologies de l'information et de la communication et le développement actuel de l'intelligence artificielle, la dépossession de l'humain de ses qualités qui font justement son humanité, la volonté, les émotions, la liberté, etc. De la sorte, les dirigeants du monde pensent que nous vivons actuellement le capitalisme cognitif, intellectuel, technologique, les big data, l'IA, la robotisation. Après que l'humanité ait vécu le capitalisme marchand, suivi d'une période de capitalisme industriel, les big tech projettent maintenant, écoutez bien, les big tech projettent de créer une autre civilisation, mi-homme, mi-machine. Ainsi, le robot humanoïde a remplacé l'humain robotisé. Les films de Hollywood montrent la réalité, pendant que nous vivons dans le mensonge. Nous sommes donc face à une dissipation des frontières entre le vrai et le faux, entre le bien et le mal. Je pourrais continuer ainsi des heures et des heures. Mais toute la bibliographie, vous la trouverez dans ce livre. Et toutes les références, vous les trouverez ici. Et beaucoup d'autres exemples y trouvent place. Une bibliographie très large, élargie,
avec des références sourcées. Merci de votre attention et je suis à votre disposition pour des questions éventuelles. Voilà. Bonjour, docteur Lehlou. Je pense que tout le monde attend la modération. Une personne désignée pour modérer ou Madame Ouazani, Madame Ouazani, Madame Ouazani. Sinon, sinon, je peux la faire aussi. Quelle est votre question? Je prendrai votre question. donc oui, si Madame Moisani n'est pas là, on peut intervenir comme ça de manière Oui, ponctuelle oui, 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 allez-y, je allez-y, ne sais allez-y. pas si tout le monde a une question vraiment précise ou si c'est plutôt des remarques, etc., etc. Moi, Allez-y, allez-y. Marhaba, très bien, très bien, marhaba. très bien. Bon, bonjour tout le monde et tout d'abord merci au Centre Mohamed Hassan Ouazzani pour cette invitation. Je m'appelle Soufiane Mezour. J'en profite pour féliciter Dr Lehlou pour l'apparition de son ouvrage. Je suis sûr que cet ouvrage apportera un éclairage supplémentaire à nous tous. Chacun de nous, je pense, représente un. Moi, je vais prêcher pour ma race. Je suis enseignant de philo, donc je vais parler un petit peu. Je poserai une question plutôt d'ordre philosophique. Euh, alors, docteur Lehlou, vous avez. Alors là, je me base essentiellement sur le résumé parce que je n'ai pas encore lu votre livre. Donc, je préfère le dire tout de suite. Euh, vous avez soulevé la question du rapport entre la géopolitique et l'épistémologie. Et entre les deux, vous avez soulevé la question de la vérité. Donc, si j'ai bien, vous avez, la vérité se conjugue au singulier, donc avec un grand V, et que l'erreur, elle est caractérisée par la multiplicité. La première question que je voudrais poser bien sûr, aux participants, c'est euh, je pense que la vérité aujourd'hui ne se conjugue plus au singulier. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez cité un certain nombre de disciplines, en commençant par la médecine et en passant par les sciences dures, en arrivant aux sciences humaines. Je pense, à mon avis, que aujourd'hui nous travaillons, que ce soit en politique, en médecine, dans les sciences dures, dans les sciences dites folles, avec des vérités provisoires. La vérité absolue n'existe pas, c'est-à-dire dans aucun domaine, dans aucune discipline, il n'y a pas de certitude absolue, il n'y a pas de vérité avec un grand V. Donc la première question que j'aurais souhaité soumettre d'abord à vous, docteur Lehlou, et également aux participants, c'est cette question, étant donné aujourd'hui, avec tout ce que vous avez mentionné, le règne de l'information, derrière l'information, il y a bien sûr les demi-vérités, le mensonge, ainsi de suite. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, il est pertinent, est-ce qu'il est recevable, d'un point de vue épistémologique, de parler de vérité singulière, de vérité avec un grand V, ou de certitude absolue, étant donné que les sciences dures elles-mêmes n'ont jamais prétendu à aucun moment, et vous l'avez dit, hein, il y a un certain nombre de choses qui ont été remises en question, des découvertes scientifiques. Aujourd'hui, quel que soit le domaine ou quelle que soit la discipline, tout ce qu'on peut affirmer avec une certaine, à la fois honnêteté intellectuelle et une certaine confiance, assurance, c'est que aujourd'hui, tout ce qu'on peut faire, c'est de gouverner, emprunte un mot que vous avez utilisé tout à l'heure, c'est de gouverner avec des certitudes ou des vérités provisoires.
Et j'aimerais vous entendre là-dessus et également peut-être les parties. euh, si la question a été bien posée et si elle a été claire, suffisamment claire. Donc, on a une journée bien. Euh, donc, merci beaucoup pour votre question. C'est vrai, la question est pertinente, étant donné que nous cherchons, et on cherche toujours la vérité. Mais elle est où? Moi, je la cherche, mais je la trouve pas. Mais le problème que se posaient les scientifiques avant, je parle maintenant des sciences dures. Il y a des sciences dures où la vérité existe. Pourquoi? La vérité, même si elle existe, elle n'est pas dite. On travaille avec, on fait avec, mais on ne l'annonce pas. La preuve, c'est que toute la technologie, toutes les sciences avancent. Vous voyez bien qu'on fabrique maintenant des nanorobots. Vous voyez bien qu'on fabrique maintenant des armes de destruction massive. Vous voyez bien maintenant que la science est arrivée à des points extraordinairement importants. Vous voyez bien que l'on peut traverser les mers, que l'on peut fabriquer des bombes souterraines, que l'on fabrique des choses extraordinaires. Mais on ne le dit pas. On ne le dit pas. Qu'est-ce qu'on dit? On dit les choses que nous, peuple moyen, on a intérêt, enfin, pas intérêt, mais eux, ils ont intérêt à nous faire savoir, à nous faire connaître. Pourquoi? Parce que nous vivons en société. Il y a un gouvernement. Je parlais tout à l'heure de la démocratie. Il y a les deux sortes de démocratie. Il y a la démocratie libérale et la démocratie populaire. On nous dit que la démocratie libérale, c'est le système de liberté dans la politique, dans l'économie, dans ce que vous faites, les droits de l'homme et tout ça. Et la démocratie populaire, c'est-à-dire les communistes, pensent que la vraie démocratie est la leur. Donc, la véritable démocratie, la vérité, elle est où? Moi, je la vois. Je ne sais pas où il est situé. Pourquoi? Parce que nous avons toujours vécu dans une démocratie libérale. Mais nous ne voyons pas une évolution conforme à notre humanité. Nous ne voyons pas une évolution de cette démocratie qui puisse satisfaire nos besoins, nos besoins, je dirais pas élémentaires, mais les besoins que l'humanité doit atteindre avec le développement démocratique. Et c'est ça le problème qui réside. C'est là où est le problème. C'est que, effectivement, la démocratie, la vérité, elle est provisoire. Tant que on n'a pas trouvé la véritable, mais on travaille avec celle qu'on a. On travaille avec celle qu'on a, en attendant de trouver. Ben, moi, je pense que la vérité existe. Et il n'y a qu'une seule vérité. Mais nous, comme un des mortels, on nage. On ne la connaît pas. On nage. Mais on la cherche. Il ne faut pas s'arrêter. Il faut continuer à travailler. Il faut continuer à chercher. Il faut continuer à réfléchir. Sinon, c'est le robot qui va le faire à notre place. Est-ce que je peux réagir 2 minutes? Yallah, allez-y. Non, non, mais je voudrais surtout pas accaparer la parole. S'il y a quelqu'un qui souhaiterait intervenir, il n'y a pas de souci. Mais je voudrais Oui. intervenir rapidement juste pour clarifier un point. On est d'accord sur le principe. Alors Oui. là peut-être où j'ai un avis un peu différent du vôtre, c'est que moi, je ne pense pas qu'il existe une vérité quelque part qu'on est en train de chercher. D'un point de vue pragmatique,
mettant chacun de nous à une vie qui est finie, d'accord? Et pendant cette vie, je parle pour moi-même, euh, je me dis que il y a un certain nombre de vérités, encore une fois, provisoires, avec lesquelles je dois travailler. Si je suis économiste, comme vous disiez tout à l'heure, si je suis sociologue, médecin, etc., je pense que la recherche d'une vérité avec un grand V présenter un certain risque, que ce soit ce qu'on appelait avant l'idéalisme. Là, encore une fois, de Platon, pour ces gens-là, il y avait une vérité quelque part, c'est-à-dire une vérité qui flotte dans le monde intelligible, etc. Et de toute façon, cette vérité-là, disons, elle n'est pas sur Terre. Donc, nous, communs des mortels, on doit travailler avec des petites vérités ou une pluralité de vérités provisoires, comme on disait tout à l'heure. Voilà. Maintenant, On est d'accord. qu'on croit à une vérité unique ou à plusieurs vérités, je pense que euh, le rôle de l'épistémologie, et c'est là où je voulais vous interpeller, le rôle Mhm. de l'épistémologie en rapport avec les géopolitiques, c'est que l'épistémologie, au moins depuis son apparition, euh, son rôle, c'est bien sûr de vérifier justement la nature des connaissances qu'on produit, Et sa un véracité. certain degré de véracité, de robustesse. Vous avez parlé des protocoles de recherche, etc. Donc, heureusement, on a un certain cadre qui est, au moins dans les sciences dures, qui est relativement universel et partagé par les chercheurs. Euh, le danger que je soulignais tout à l'heure, c'est qu'avant, qui a toujours posé problème, ce n'est pas tellement la profusion des informations, des datas, du mensonge, etc., que finalement ce qu'on pourrait appeler la confusion des ordres. Alors Blaise Pascal parlait de la confusion des ordres, c'est-à-dire quand l'économiste empiète sur le médecin, ou le médecin empiète Mhm. sur le travail, sur le domaine du sociologue, le sociologue sur celui du physicien, Mhm. etc. Aujourd'hui, on le voit sur la scène politique, on le voit sur les réseaux sociaux, on le voit dans les congrès internationaux, c'est que chaque expert qui représente une certaine discipline, la médecine, l'économie, etc., euh, malgré soi, malgré les précautions qu'on prend, on a toujours tendance à empiéter sur le domaine de l'autre. Et si l'économiste aujourd'hui nous dit que euh, avec ces équations, ces algorithmes, on va réussir à réduire l'inflation, le chômage, etc., ça, c'est sa petite vérité à lui. Le problème, c'est que derrière chaque énoncé, qu'il soit économique, médical ou autre, il y a toujours quelque chose, une autre discipline qui s'accroche ou qui est traînée avec. Autrement dit, si à un moment donné, on ne fait pas attention à la confusion des autres, c'est-à-dire le fait d'empiéter sur une discipline qui n'est pas la nôtre, d'ailleurs, vous avez parlé, quand vous avez parlé de l'économie, vous avez dit clairement, c'est pas mon domaine, etc., etc. Moi, si je décide de parler de la philo, je reste dans le domaine de la philo. Le problème avec les géopolitiques, et c'est ce que vous avez mentionné tout à l'heure, et aussi dans le résumé du livre, c'est que c'est un carrefour de disciplines. C'est un carrefour de savoir, de champs très très vastes. Et Très juste. quand l'épistémologie, elle intervient, et elle doit intervenir, c'est pour dire, attention, euh, il n'y a pas de vérité Il y a le son qui se coupe en domaine et l'image travail qui ensemble, se fige. etc. On peut peut-être. J'ai désactivé l'image comme ça. Est-ce que le son est bon? Le son maintenant, oui. Voilà, juste pour terminer, le rôle de l'épistémologie, à mon avis, c'est de rappeler à la géopolitique, mais en même temps à tous les domaines qui, euh, qui gravitent autour, que les certitudes absolues n'existent pas et Mhm. que, idéalement,
si toutes ces disciplines travaillent de concert et ensemble, on pourrait atteindre quelque chose qui pourrait se rapprocher d'une certitude recevable au mieux. Et non à une vérité, encore une fois, absolue, soit du côté des sciences dures, des sciences molles, etc., etc. Le rôle de Oui, oui, l'épistémologie, à mon avis, c'est on est d'accord là-dessus. l'avertissement. On est d'accord là-dessus. Merci beaucoup Bah, en pour tout cas, je vous votre remercie. intervention. S'il y a quelqu'un qui voudrait soit poser une question, soit faire une intervention, il active son micro et on est prêt à écouter. Je connais. Madame Moisani, activez le micro. C'est bon? Oui, Alors, moi, j'aimerais vous poser une question, à savoir, quelle est la limite entre la connaissance géopolitique et la narration politique dans une étude de texte à l'objectif de l'essai épistémologique de la géopolitique. C'est un peu compliqué, mais c'est une question qui est très, très compliquée, mais j'aimerais bien avoir une réponse. la limite entre la géopolitique, Entre la connaissance géopolitique oui, et la narration politique dans une étude de texte à l'objectif de l'essai épistémologique de la géopolitique. La limite de connaissance entre la connaissance géopolitique et la narration politique. Voilà. et la narration politique, là, Oui, entre la connaissance géopolitique et la narration politique. exactement. La Ça narration ressemble En à politique, tenant un sujet de thèse. en tenant compte de l'essai épistémologique de la géopolitique. waouh, waouh. C'est une question philosophique, euh, une question, Elle est philosophique, mais elle est précise. oui, elle est précise, mais bon, disons que maintenant, le problème que nous avons, nous, c'est l'accès pour pouvoir analyser et pouvoir examiner les faits. Il nous faut une information juste et véridique. Et c'est là où réside le problème dans notre analyse politique maintenant. C'est le fait qui, parfois, il y a des narrations contradictoires, il y a des récits différents, il y a des informations très différentes les unes des autres. Et on ne sait plus comment analyser maintenant la géopolitique. D'ailleurs, les grands géopoliticiens actuellement hésitent parce qu'avant, qu'est-ce que nous avions? Nous avions des données politiques et nous pouvons extrapoler, voire prédire ce qui allait se passer dans 5, 10 ans et même plus. Actuellement, on ne peut pas le faire. On ne peut plus le faire. On ne sait plus ce qu'il faut penser du lendemain. Tellement les choses sont compliquées, sont enchevêtrées, les faits politiques s'accumulent les unes avec les autres sans pouvoir vérifier la véracité des faits. Et ça pose le problème de la presse. Ça pose le problème de la presse. Et la presse et les masses médias ne donnent plus, comme auparavant, l'information telle qu'elle est. Exactement. Et c'est ça notre problème. Nous n'avons pas accès à une information véridique, vérifiable et authentique pour pouvoir prédire et voir ce qui va se passer demain. Et c'est ça notre problème. C'est ça, l'analyse s'arrête là. Moi, mon analyse s'arrête là. Moi, je ne sais pas personnellement ce qui va se passer l'année prochaine, 2026. Je ne sais pas ce qui va se passer. Ni sur le plan économique, ni sur le plan politique.
Vous voyez bien les événements politiques qui se succèdent dans le monde entier, dans le monde entier. Et la mondialisation oblige, Maintenant, il n'y a plus de frontières. Il n'y a plus de faits précis et chaque chose est le problème de notre média mainstream en général. Le, attendez, je vais brancher parce que ça va. Mais Voilà. on vous Voilà, entend c'est très bien. la batterie. Donc, je disais donc que notre problème, nous, c'est les médias. C'est les médias. C'est les médias. On ne peut plus compter sur les médias pour nous donner une information véridique pour que nous puissions examiner et prédire des choses probables. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas si la réponse est… Oui, oui, donc il n'y a plus d'objectivité en fait. Voilà, il n'y a plus d'objectivité. Et c'est le premier critère de la scientificité. Ouais. C'est la science qui s'écrit. La science s'écrit. Moi, je ne peux plus parler de science. Ça. Après, Et pourtant, elle existe, hein? ouais, bien sûr, elle existe. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que la science avance. Mais avançons-nous, avançons Voilà. notre consentement, avançons que nous puissions nous en rendre compte. Nous voyons bien. L'autre jour, j'étais en train de voir une information en Chine, comme quoi une grande entreprise en Chine était dirigée par une femme, une PDG robot. Ah bon? Une femme, oui. Oui. Authentique. Une femme robot. Et ils sont très contents de cette femme parce que elle ne se fatigue pas. Elle ne demande pas de congé. Elle ne réclame pas de salaire. Et elle travaille avec objectivité. On lui inculque des données et elle les applique. Elle ne sait rien d'autre. Donc, pour eux, c'est beaucoup plus rentable qu'un homme, qu'un humain. Mais c'est un grand danger, ça. Ben, Un grand justement, et danger les pour gens, l'humanité entière. oui, je l'ai dit, je l'ai dit. Parce qu'avant, on fabriquait quoi? Ouais. On fabriquait, on inculquait des informations, une programmation des individus, par exemple, dans l'éducation nationale, c'est une programmation à des données, à des critères, à des disciplines, et l'individu, il s'habitue à ces données pour pouvoir travailler avec. Mais maintenant, on fabrique des robots humanoïdes, des robots qui ont les formes de l'humain, mais c'est eux qui font le travail. Demandez l'intelligence artificielle. Demandez ChatGPT. Il vous sort tout. Il vous sort tout. Tout. Il vous sort toutes les informations concernant la question que vous allez poser. Mais que faut-il prendre? Voilà, c'est ça notre… Mais c'est très critique, hein? Donc, Ben oui, voilà, c'est notre malheur. Si je peux me C'est permettre, c'est un vrai malheur. docteur, Madame Oisani, regardez s'il y a des gens qui veulent intervenir c'est parmi c'est- les… c'est Fatem Zahra qui regarde. Fatem Zahra, c'est elle qui recueille les questions. Et est-ce alors, que, Fatem est-ce que je, Zahra, est-ce que je peux intervenir? Mais bien sûr, bien sûr. Je suis désolé, j'ai fait 3 interventions et j'ai accaparé un petit peu la parole. Donc, c'est voilà. intéressant, la discussion est excellente. Alors, je voulais réagir à la question de Madame Ouazzani qui est très complexe et ça ressemble d'ailleurs à un sujet de thèse. Et, euh, et je voulais juste préciser que l'objectivité n'a pas disparu. Euh, Tout dépend en fait du champ ou de la plateforme. Là, sur Zoom, je pense qu'il y a
des faits qui ont été soulignés par Dr. Lehlo et qui sont indiscutables. Je pense qu'on peut donner une opinion, on peut donner un avis. Si on change de plateforme, si nous étions par exemple en train de parler entre chercheurs académiciens dans une revue à comité de lecture et qui est très très régulée, là à ce moment-là, le niveau d'objectivité automatiquement il va augmenter. Donc l'objectivité n'a pas disparu, seulement elle devient relative quand on passe d'une plateforme, d'un champ de savoir ou de recherche à un autre. Et, et pour faire un petit commentaire sur la question sur l'exemple, pardon, de la femme robot, enfin, on ne peut pas la femme, mais disons un robot pour simplifier, le rôle de l'IA et des robots, il faut le circonscrire. Je pense qu'on est tous d'accord pour utiliser l'intelligence artificielle et les robots pour un certain nombre de tâches. Mais une femme robot CEO ou PDG, je ne pense pas que ça puisse fonctionner pour la simple raison que le profil d'un PTG ou d'un chef d'entreprise n'est pas basé seulement et exclusivement sur des informations objectives, des informations carrées, donner des instructions vérifiées, etc. etc. Tout le champ de la pas seulement de l'émotion, c'est-à-dire tout ce qui nous caractérise ou qui nous définit en tant qu'être humain, est complètement évacué par le fait que, que cette femme PDG soit un robot. Donc, encore une fois, tout dépend des objectifs et du champ dans lequel intervient. Les robots sont importants pour un certain nombre de tâches. L'objectivité est importante dans certains domaines. Je ne pense pas que, par exemple, dans le domaine de l'art, on puisse mettre l'objectivité en tête, je veux dire, en tête de la liste des critères, disons, d'ordre esthétique. L'objectivité, elle va être peut-être jugée moins importante que dans le domaine de la médecine ou dans le domaine de la physique ou des mathématiques. Donc, le champ d'intervention est très important pour pouvoir juger de l'information, de la qualité de connaissance et de ce qui est affirmé ou infirmé par telle ou telle personne. Merci. Je dois vous féliciter pour votre optimisme. La vérité. La vérité. Ouais. C'est un optimisme. Je ne sais si c'est un optimisme, mais en tout cas, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur il faut bien séparer l'ordre des choses. Je pense que quelle que soit la déclaration ou l'affirmation de telle ou telle personne, on ne peut pas la juger sur la base des mêmes critères selon qu'on soit dans tel domaine, dans telle discipline. C'est ce que je voulais dire par exemple, quand on passe du domaine de l'art au domaine de la science, au domaine de l'économie, ainsi de suite. Je pense que la qualité de l'information ou de la connaissance va varier sensiblement selon le domaine dans lequel on intervient. OK. Monsieur Mu'tasim, avez-vous une intervention? Monsieur Ali Boulhssen. Personne n'a de questions. أنا Activez vos micros. إلا تسمحي لي لاله عندي Oui. ملاحظة ماشي ملاحظة يعني من خلال الاكسبوزي اللي قدمت الدكتور الحلو تكلمت على الكربون. ما عرفتش واش كتعني الكربون ولا الغاز كربونيك، لان كتعرف في لو سيكل دو كريبس راه لابوتيسمون ديال برولور ديال السكر كتعطينا في نهايه المطاف لو غاز كربونيك. دونك
حيت المونوكسيد دو كربون او لو ديوكسيد دو كربون هادو هما اللي سو سون دي غاز. Les gaz passent pour si leur taux augmente dans la nature, ça devient néfaste. Donc ما عرفتش واش هي كتقصد الكربون لان حنا كنا كربون حرقت لنا Moi, c'est facile, je vais vous répondre tout de suite là. Moi, je parle de CO2, le dioxyde de carbone, et non pas l'oxyde de carbone. Parce que l'oxyde de carbone, effectivement, est très toxique, mais il n'existe pas comme ça dans la nature. C'est plutôt le dioxyde, le CO2 qui existe. ولا المونوكسيد C'est le CO2 qui existe. هذه مزيان. نجي هذه القضيه ديال الحقيقه لا فيريتي. انا كنعتقد ان الحقيقه الغائبه عندنا لان حنا الان كنعيشوا تحت ظل واحد الحضاره اللي هي اساسا حضاره رومانيه اغريقيه اللي تاسست على دي ميت، تاسست على مجموعه من المفاهيم اللي في نهايه المطاف كتعطيها الحق في القوه، الحق في الاعدام ديال الاخرين، الحق في كذا. هذه الحضاره تطورت حتى وصلنا للقرن العشرين اللي عطاتنا الامم المتحده وعطاتنا مجموعه ديال المبادئ ديال الحقوق الانسان الى اخره. لكن كاين هذه الحضاره الان كتعيش ازمه، وكنعتقد انه المشكل الكبير لا فيريتي الغائبه. انا ما قريتش الكتاب ديالك ونتمنى لانه في الواقع الاكسبوزي ديالك ما اتيري وغادي نمشي نقلب على الكتاب ديالك باش نقراه. كنظن ان كاين واحد المشكل اللي خصنا نفتحوه، لان ملي تكلمتي على لي روبو تكلمتي على واحد المجموعه من الظواهر الغير يعني الطبيعيه، هو مشكل الاخلاق. يعني j'ai parlé des valeurs. les valeurs l'éthique. لانه مثلا انا كنعرف في القضيه ديال الكلوناج كاين اللي كان يجمع ما بين اون سيلول فيميل اون سيلول مال باش كتعطيه واحد لومبريون، من بعد كيقتل لومبريون باش ياخذ داك لي سيلول جينيراتريس مثلا دو فوا ولا. لكن بعض الدول ولا بعض الامم ومنها امم اسلاميه او مسلمه رفضت هذه المساله هذه ومشى في اتجاه اخر اللي هو داك لي سيلول جينيراتريس اللي كتاخذهم من المولوسوز ولا ايتترا ايتترا. دونك هي دائما في لا سيونس كيكون كاين يعني واحد الحقيقه، ولكن كاين مشكل ديال التوظيف الايديولوجي لهذيك الحقيقه. هذا هو المشكل. ناخذ مثلا في ملي كانت اوروبا كتخلص من الدين، داك الحروب اللي دازت في اوروبا ضد الدين، بالاخص ناخذ فرنسا اللي كان كيقول القوا القبض على اخر امبيرور واسنقوه بامعاء اخر راهب، ديال هذا الشعار ديالهم. في هذيك اللحظه كانت واحد النهضه علميه، وكان واحد الشخص اسمه باستور جا كيكذب او كيأكد الى بروفي كو لا جينيراسيون سبونطاني نيكزيست با. الوغ كتعرف النتيجه ديال هذه المساله، لانهم هما كانوا باغيين يقولوا بان ما كاين لا الله لا والو، ما كاين حتى شي حاجه، كاين لا ناتور. دايور الا جمعتي دو فوان اي دو لا سالتي كذا الى اخره كتعطيك ان غا. باستور قال لهم لا سي فو، لا جينيراسيون سبونطاني نيكزيست با. الا ديمونطري ما بغاوش ياخذوا هذيك لي كونكلوزيون باستور، بقى باستور معزول، لان لا كونكلوزيون باستور كانت يمكن غادي تهدم واحد البناء الايديولوجي اللي كانوا كيسعوا له لي زيكسبيريونس دو مانديل. لان مانديل في لي زيكسبيريونس ديالو الجينيتيك بين على داك ان لا كونستانس ديال لا بروميير جينيراسيون ايتترا. راه كتعرف انت الاستاذ هذه المساله هذه. الشيء اللي ربك النظريه ديال داروين، او الى حد ما نسف النظريه ديال داروين. الوغ لي طرافو ديال مانديل اللي كانوا في الوقت اللي كان داروين ما غادي يبانوا حتى 1940 يعني في القرن العشرين.
دونك مم. هذا التوظيف يعني الديماغوجي او الايديولوجي للعلوم في بعض الاحيان هو اللي كيؤدي بنا لهذه المشاكل وكيؤدي بنا الكوارث. حنا مع مم. كامل الاسف حنا عندنا واحد ليكزومبل. كتعرف واحد المساله كيقول لك كنا كنضحكوا عليها ولكن هي في الواقع ملي كننظروا لها بشكل فلسفي كنوصلوا لواحد النتيجه. كان العلماء المسلمين كيقول لك اكتشفت كذا 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 كذا، وكيختم كيقول والله اعلم. Exact. سي لا ريلاتيفيتي، يعني انه راه ما تمكنش من العلم. مم. هذا ماشي حنا كنا كنضحكوا على هذه المسائل، ولكن هما الناس كانوا كيعتقدوا. ثانيا ان ملي كتكون كتنتج العلم من اجل من اجل لي فالور، من اجل القيم، من اجل هذا كتكون حاجه اخرى. مثلا كنتكلموا على لا فيريتي، واش قتل الانسان الغزاوي اليوم او القتل الانسان هذاك اللي في استراليا، الحادث اللي حدث في استراليا، او مم. القتل ديال ذاك البحاره في البحر الكاريبي من طرف القوات الامريكيه، راه هو قتل، اسمه القتل، هو حرمان الناس من الحياه. مم. الحياه سيت اون فالور. هذه مم. غادي كانت من عهد ادم ولا من قبل ادم، وغادي تبقى حتى تنتهي البشريه. الحب، الخير، الشر الى اخره، هذو كلها امور اللي في الواقع خصنا نعاودوا نردوا الاعتبار في لي زاناليز ديالنا لهاد الامور. وشكرا لكم. مم. Exact. Ben, merci de cette intervention très intéressante. Et donc, ben, vous trouverez le livre sur Casablanca. Il y a le Carrefour des livres et la librairie Ma'arif et aussi la librairie Porte d'Enfants. Et à Rabat, il y a Alfia, la librairie Alfia, la librairie Khalil Oudimna, le livre Service et aussi la librairie de l'Agdel. Et donc, et Amazon. Et Amazon, voilà. C'est là où vous pouvez trouver le livre. Euh, J'espère que vous allez trouver des informations utiles et intéressantes. Je pense d'ailleurs. Ça m'a demandé 3 ans et demi de travail. Donc, c'est bien sourcé, c'est bien documenté. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir aussi? Est-ce que je peux intervenir? Et ça sera, je pense, la conclusion. Vous m'entendez? Il y a quelqu'un qui a posé une question, je Oui. vais répondre. Et... Non, Ok? j'ai demandé la parole il y a plusieurs fois. Ah bon? Ah, On me personne n'a coupe. demandé la parole. On me coupe, c'est moi. Je suis Ah, docteur yalla, Ali Boulahsan. yalla, vas-y, Saïdi, vas-y. Voilà, parce qu'on m'a coupé, combien de fois on m'a coupé le son et je n'arrive Ah. pas à transmettre. Oui. Yalla, Maintenant, yalla. voilà. Alors, Yalla. avant de poser ma petite question, j'ai d'abord des réactions à faire concernant les sciences dures et les sciences molles. Je crois qu'avec la relativité d'Einstein, il n'y a plus de sciences dures. On parle de plutôt, à la place de sciences dures, on dit sciences appliquées. Quant aux sciences humaines, je crois qu'il y a une grande différence entre les sciences sociales et les sciences humaines. Et ce n'est pas la même chose. Alors, je passerai à l'exposé. Lorsque vous avez... je trouve que le bouquin, vraiment, il parle de la géopolitique, mais l'exposé est d'ordre sociologique. Et c'est bien. Vous avez joué le rôle de sociologue. Et ça m'a beaucoup plu. La petite question, c'est que ne trouvez-vous pas que vous parlez plutôt de la réalité
et non pas de la vérité. Et la dernière observation, c'est que la science va bien. La science ne s'effrite pas, à mon avis. La science se spécialise et elle avance. Seulement, ce que vous avez évoqué comme robot, etc., c'est beaucoup plus la guerre géopolitique. Ce ne sont que des serveurs qu'on habille, on les fait habiller de corps de femmes, d'hommes, etc., pour que les unes, je parle des firmes, des grandes entreprises internationales, et aussi des États, et notamment la Chine et les États-Unis, en plus des autres, qui cherchent chacun à faire peur à l'autre, et seulement pour marquer un point comme ça en allant vers l'avant. Voilà, ce ne sont que des serveurs. Voilà. Mm. Et, Donc, et- et je vous il n'y a pas de remercie crainte. Non, non, il n'y a pas de crainte. Non, 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 non. Je vous remercie pour votre exposé. Je remercie Madame Loazani pour cette initiative. Et je vous laisse répondre. Ne s'agit-il pas seulement de la réalité, non pas de la vérité? Qu'en dites-vous? D'accord. Merci, c'est Ali. Donc, les remarques sont pertinentes. Effectivement, les sciences appliquées, j'en ai pas parlé. Mais bon, c'est effectivement, si une science est dure, si une science est les sciences, c'est qu'on va trouver des applications en pratique. Et j'en ai parlé dans mon exposé. Une science n'est science que parce qu'on trouve des applications pratiques. Voilà. La physique, par exemple, la construction d'une navette spatiale, elle fait suite à une théorisation des sciences physiques théoriques et véridiques. C'est pour ça que la pratique se trouve applicable. Donc, effectivement, ce sont des sciences appliquées. Les sciences dures sont des sciences qui peuvent être appliquées. Il y a la théorie et les suivis de la pratique. Si la théorie est incorrecte, on ne peut pas faire sa pratique. Il ne peut pas y avoir une application pratique si une théorie n'est pas juste, n'est pas vérifiable, n'est pas réitérable. Effectivement. Donc, quant à le remplacement de la vérité par la réalité, en fait, c'est une question de philosophie et qui nécessiterait tout un développement. Parce que si on se limite à la terminologie, la vérité n'est que la réalité. Si on se limite à seulement la terminologie. Mais si on veut rentrer dans des développements philosophiques, bien sûr qu'on va trouver quelques différences. Mais la vérité s'applique à la réalité et vice-versa. À mon avis. Mais demandez aux philosophes, les philosophes, ils pourront trouver d'autres avis. Et effectivement, pour la spécialisation de la science, effectivement, la science se spécialise. Si elle ne se spécialisait pas, elle ne pourrait pas arriver là où il est arrivé. Ouais. C'est développer, par exemple, si on creuse une idée et on continue à creuser une idée, on va se spécialiser dans cette idée. Donc, la spécialisation est la poursuite de la recherche. La poursuite de la recherche, mais dans un domaine limité. La spécialisation est la poursuite de la recherche dans un domaine limité. Limité ou déterminé? Merci beaucoup Limité ou pour ces déterminé? idées, elles sont très importantes.
un domaine limité ou plutôt déterminé? Dans un domaine déterminé, non pas limité. Il y a une question. C'est Ali, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui, Est-ce que, juste, Elle- oui, je crois qu'elle n'a pas entendu la question. je vais juste réagir rapidement à c'est Ali, si oui, vous permettez. oui, Là, je parle encore une fois depuis mon domaine qui est celui de la philosophie. Tout ce qui est réel n'est pas forcément oui, vrai et tout ce qui est tout vrai à n'est pas fait, forcément réel. tout à fait. Il y a des théories mathématiques qui sont parfaitement justes et Oui, robustes, oui, mais qui n'ont pas d'application de réalité pour la simple raison que la réalité dans laquelle nous évoluons n'a pas encore trouvé d'application, on n'a pas encore trouvé de transit entre la théorie et la pratique. De la même manière, le mensonge lui-même est réel, mais il n'est pas vrai. oui, tout à fait. Voilà, c'était ma petite remarque par rapport à ce que vous disiez, et je vous remercie. Je vous en prie. Oui, permettez-moi Docteur Lehlo, une question sur les réseaux sociaux. Donc, je vais la poser à Madame Flo. Alors, l'objet de connaissance est-il universel ou dépend-il du contexte, pays, période et on n'entend pas les questions. Voilà, c'est ça, j'entends mal. On n'entend rien. Oui, Dépend-il du contexte? Professeur Lehlo, Oui, oui, je vais répéter la question. ah, il y a quelqu'un qui a posé une question. Oui, oui, oui. Alors, d'accord, ok. Alors, il y a quelqu'un qui dit que l'objet de la connaissance est-il universel ou dépend-il du contexte, du pays et des périodes? Voilà la question. C'est une question vaste, hein. Oui, 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 effectivement. Mais de toute façon, toutes les questions qu'on a posées, elles sont très vastes, mais nous, on se contente vu le temps, vu le contexte, on va essayer je de peux. répondre à toutes les questions. Mais bien sûr, l'objet est universel, l'objet de la connaissance est universel. La science est universelle. La science, si par exemple, il y a un fait que dans un coin du monde a été vérifié comme scientifique, il doit l'être aussi dans l'autre côté du globe. Il doit l'être aussi pour tous les chercheurs, pour tous les scientifiques. C'est pour cette raison que la science est par définition universelle. Mais le monsieur qui pose la question, il dit l'objet de la connaissance. Il parle de l'objet de la connaissance. L'objet de la connaissance dépend bien sûr des personnes qui recherchent cet objet, qui recherchent la connaissance à propos de cet objet. Bien sûr, par exemple, si dans notre pays, nous avons une plante définie et qu'on cherche les critères de cette plante, ses caractéristiques, son utilité et ses caractéristiques physiologiques ou physiques ou même biologiques, si par exemple euh, aux États-Unis ou bien en Amérique latine ou bien en Australie, ils n'ont pas cette plante, elle n'existe pas chez eux, bien sûr qu'ils ne vont pas chercher parce qu'ils ne la connaissent pas. Mais c'est une lacune, effectivement. Mais cette lacune, pour nous, elle est comblée par la mondialisation. La mondialisation a été concoctée, moi je pense, elle a été concoctée pour cet objectif, afin de
diffuser dans le monde entier les connaissances. Mais les connaissances avec leur bien et leur mal. Les connaissances dans tout le sens du terme. Bien sûr, je ne suis pas là pour dire que la mondialisation n'est pas bien, même si j'ai des critiques à ce propos. Ce dont je suis contre, c'est le mondialisme. C'est essayer de mondialiser tout, de mondialiser la culture, de mondialiser l'éducation, de mondialiser la science, de mondialiser l'économie, même si elle ne s'adapte pas à des régions, on essaye de les mondialiser. C'est là où je suis contre. Mais la mondialisation en elle-même, c'est une fluidité de l'information, c'est porter à la connaissance de certains peuples qui ne connaissent pas certaines choses et leur donner l'occasion de profiter des bienfaits de ces connaissances. Je ne sais pas si... Oui, Madame Lhlou, moi j'ai une autre réponse à la question. Yallah. Vous m'entendez? Oui, 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 oui. Yallah. Moi, à mon avis, l'objectivité, on peut parler de la connaissance, on peut dire que la connaissance est universelle lorsqu'on procède par la recherche scientifique. Et la connaissance est objective lorsqu'on procède par des études scientifiques. Il faut faire la différence entre la recherche, où on cherche à expliquer pour comprendre, et les études pour trouver des solutions à des problèmes. Donc, l'objectivité de la connaissance, elle est universelle par la recherche scientifique et elle est contextualisée par les études scientifiques. Je crois que je suis clair. Et Oui, même oui, les hypothèses diffèrent de l'une à l'autre. Car Allez, je l'hypothèse pense que de la recherche n'est pas l'hypothèse de l'étude. Et encore allez, moins je de l'hypothèse pense que du travail. Oui, ce qui est universel, oui, ce n'est pas la connaissance, c'est la méthode scientifique, et vous avez parfaitement raison. oui, tout Ce à qui est fait. universel, c'est la Oui, méthode scientifique. Ce ne sont pas oui, les résultats qui peuvent changer oui, d'un environnement à l'autre. tout à La fait. méthode en elle-même est universelle, Oui, universalisable, oui, mais pas la connaissance en tant que telle. oui, tout à fait. Mais bravo. voilà. Merci beaucoup pour ces précisions. Merci beaucoup. Oui, Vos interventions sont très intéressantes. Madame Ouazani, oui. Est-ce qu'il y a encore une question? Demande. Fatem Zahra, est-ce qu'il y a encore une question? oui, il y a une question. Oui, permettez-moi de vous poser une question que j'ai reçue. Quels critères de vérité et de validité sont utilisés? Réel, critique, déco. Il faut, Réalité. il faut redire la question parce que c'était entrecoupé. Oui, tout à fait. Fatem Ouais, Zahra, il vaut mieux l'écrire dans le chat. il faut l'écrire. Bon, mais c'est bien de les Dans le chat, oui. Oui, oui, je vais vous poser ça parce que je l'ai reçu sur les réseaux. Je vais la mettre sur le chat, comme ça vous Très pouvez voir Merci. la question. Mais vous pouvez déjà l'énoncer pour que Madame Lhlou puisse réfléchir à la question. Bien sûr. Alors, quels critères de vérité et de validité sont utilisés? Réalisme, critique, des cours. Réalité, validité. Réalisme, critique. Donc voilà, je vais vous poser ça sur le chat. Réalité, critique, je me raconte, c'est ça? Des cours. Ça me fait chier. Si on peut répondre sur réalisme et critique. Ben,
La question, quels critères de vérité et de validité pour la réalité et la critique? La réalité, en fait, la réalité, c'est l'objet de recherche. La réalité est l'objet de recherche. Tandis que la critique, c'est l'étude de cette réalité. C'est comment était cette réalité. D'abord, est-ce qu'effectivement c'est une réalité? En plus, apporter et essayer de transposer les critères de la scientificité sur cette réalité. Et c'est justement l'objet de l'épistémologie. L'épistémologie est la critique de cette réalité. Parce qu'en fait, la science doit être réalité. La science doit être réalité. Mais on doit pouvoir la critiquer. On doit pouvoir l'analyser. On doit pouvoir rechercher les critères d'objectivité, de réalisme dans cette réalité, si elle est effective. Donc, Juste pour compléter, Dr. Lahlou, oui, encore une fois, les critères d'évaluation et de scientificité diffèrent d'un à l'autre. Si on parle des sciences dures, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, les critères sont généralement admis par tous les scientifiques à travers le monde. Donc, vous avez des critères de robustesse, vous avez des critères de cohérence interne, etc., etc. Est-ce que c'est une méthode quantique, Ali, etc., etc. Donc, les critères vont changer d'un domaine à l'autre. Les critères d'évaluation de la réalité scientifique et de la réalité esthétique, par exemple, ne sont pas les mêmes. Le domaine, le champ de recherche, chaque champ de recherche va exiger ses propres domaines, ses propres critères d'évaluation. Si on parle des sciences dures, les critères, il y en a à peu près une dizaine, sont indiscutables. Si on change de domaine, si on passe à l'économie, ou si on passe à un autre domaine de recherche, politique par exemple, ce ne sont plus les mêmes critères de scientificité, entre guillemets. Je pense que chaque domaine ou chaque champ de recherche possède ses propres critères d'évaluation et pas nécessairement de scientificité. Évaluer un tableau ou un film ou une pièce de théâtre n'exige pas, on ne fait pas appel aux mêmes critères d'évaluation que par exemple une plante, ce que vous disiez tout à l'heure, ou le corps humain, ou le mouvement des planètes. Ce n'est pas la même chose. Donc on est en plein dans l'épistémologie, certes, mais là aussi, tout dépend du domaine de recherche auquel on s'intéresse. effectivement, parce que vous, j'ai l'impression que vous êtes plutôt un artiste. Bah, j'aimerais bien, c'est pas le cas, mais j'aurais bien aimé, mais c'est pas le cas du tout. Non, non, votre manière de philosophe est artiste. Elle est artiste. Bah, j'accepte le compliment. C'est un compliment. J'accepte le Ça, c'est un compliment. Alors. compliment. C'est un compliment. Merci beaucoup pour vos interventions. Safi? C'est bon. Ali. Monsieur Ali veut intervenir. Allez, monsieur Ali. Oui. Non, non, c'est bon. J'ai dit seulement c'est bon. C'est bon? Oui, Très c'est bien. bon. Voilà. Alors, Madame Ouazani. Alors, donc, je remercie vraiment, vraiment Dr. Lahlou pour la clarté de son exposé, malgré la complexité du sujet, parce que c'est un sujet vraiment, vraiment complexe et difficile, avec toutes les questions qu'il soulève dans de nombreux domaines. Et donc, vraiment, c'était très... Moi, j'ai appris énormément de choses avec votre exposé, avec les questions qui étaient très pertinentes et qui ont aidé à développer le sujet
Et je remercie tous les intervenants parce que vraiment, c'était très, très substantiel et ça m'a beaucoup, beaucoup intéressé moi-même, qui suis une scientifique. Et j'espère qu'on va renouveler l'événement parce que c'est vraiment très, très enrichissant pour moi-même et pour beaucoup de gens, je pense. Et je vous remercie infiniment, Madame Hello, pour cette intervention qui était vraiment utile parce que c'est un sujet d'actualité et qui touche pratiquement toutes les questions qui se posent à l'heure actuelle dans le monde. Vous voyez, l'éthique, la philosophie, beaucoup ça touche beaucoup de sujets. Et je vous remercie d'avoir suscité toutes ces questions qui sont à débattre et qui peuvent être débattues pendant très longtemps encore. Voilà. Et je remercie. Madame Ouazzani, Je vous entends pas. Monsieur Zakaria. Madame Ouazzani, il y a un monsieur Zakaria qui veut intervenir. Alors, il faut continuer. Tellement c'est intéressant. Les gens n'arrêtent pas de poser des questions et c'est très bien. Monsieur Zakaria, allez-y. Oui, On je vous vous écoute. entends. Bonsoir tout le monde. Donc, j'aimerais rebondir par rapport à certains points. Tout d'abord, la géopolitique actuellement, il est en mutation pour la simple raison. On est d'un passage vers un monde qui est occidental, vers un autre monde, dominé par la Chine et par la Russie. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle que vous n'allez pas trouver des informations qui sont utiles. Parce on est toujours en mouvement, un mouvement entre des générations, entre des cultures et entre bien sûr des puissances économiques. Donc c'est tout à fait logique qu'on ne va pas trouver des informations. Une deuxième chose, c'est que actuellement la politique au niveau mondial, vraiment il y a un niveau qui est de plus en plus bas. C'est-à-dire que auparavant il y avait des intellectuels qui prennent des postes de pouvoir, il y avait des personnes qui prenaient des bonnes décisions, des institutions derrière. Actuellement, ça se voit clairement dans le contexte des États-Unis ou de France, par exemple, des mauvaises décisions, soit géopolitiques, soit politiques, soit même économiques, pour la simple raison que l'élite politique n'est plus l'ancienne élite politique avec des valeurs, avec un certain niveau intellectuel. Ça, c'est un. Deuxièmement, concernant l'automatisation que vous avez évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire qu'une femme robot qui vient de prendre le pouvoir. Même actuellement, si vous voyez les chaînes de distribution, elles utilisent des robots avec des humains. C'est-à-dire, on leur donne des tablettes pour qu'ils puissent par la suite travailler et exécuter une tâche à la minute. Une étude qui a été faite, je pense, une personne, il peut soulever 14 tonnes en une seule journée de travail. Donc, c'est tout à fait logique qu'on peut trouver pour certaines missions qu'une PDG d'une entreprise industrielle, elle peut l'être. Par contre, pour une entreprise de consulting, on ne va pas trouver un robot. Ça dépend de la nature de l'activité. Et maintenant, on parle même dans les conseils d'administration et la gouvernance des entreprises, des administrateurs qui sont des robots qui vont évaluer certains éléments. Par exemple, l'évaluation des choix d'investissement. Et d'ailleurs, je ne me rappelle pas, l'un des intervenants, il a parlé que l'évaluation, il va changer d'une discipline à une autre. Et ça, bien sûr, c'est évident, parce que si je veux évaluer la politique publique, ce n'est pas comme je veux évaluer une politique d'investissement. Une autre chose, c'est la diplomatie scientifique. La diplomatie scientifique, elle a un poids très important dans la géopolitique, dans la mesure où si on trouve des partenaires scientifiques entre plusieurs pays, ça peut nouer quand même des relations parce que qui dit diplomatie scientifique, c'est-à-dire comment on va valoriser les brevets et comment on peut injecter des fonds dans les économies. Et quand on parle de l'injection des fonds dans des économies, automatiquement, il y aura des intérêts communs. Et les intérêts communs, ils vont donner lieu à une puissance géopolitique. Bien sûr, par exemple, le Maroc, sa situation géographique, il l'a permis d'avoir une certaine stabilité politique au niveau international. On le respecte
De un, parce qu'il a un régime qui est stable. De deux, parce qu'il a une position géostratégique et géographique très intéressante. Et trois, parce qu'il facilite l'infrastructure. Donc, à travers ces trois piliers, c'est juste un exemple, on a pu acquérir une place. Contrairement, par exemple, à la Chine actuellement, même la Chine, elle est en train de chercher une place au Maroc parce qu'il a une très bonne relation avec l'Afrique, une très bonne relation avec l'Europe et bien sûr une très bonne relation avec les États-Unis. La Suisse, d'ailleurs, elle a réussi dans plus les entreprises qui choisissent la Suisse. Ce n'est pas parce que la Suisse elle a uniquement un système financier qui est solide, mais parce qu'elle a de très bonnes relations internationales. Et c'est la raison pour laquelle que la géopolitique ne se limite pas uniquement à la philosophie, à la culture, mais bien sûr, c'est la traduction d'une puissance économique et une puissance technologique sur le terrain. Et je vous remercie pour l'ensemble de votre exposé. Merci beaucoup de votre intervention, Monsieur Zakaria. Merci beaucoup de votre intervention. Il était très intéressant. Et donc le dernier mot à Madame Ozani, je suppose. Oui, oui, bien sûr. De toute façon, tout a été enregistré, aussi bien l'exposé que les questions. Et on va de toute façon le mettre sur le site du centre Mohamed Hassan Ouazzani. Ça sera sur le site, comme d'habitude. Et en plus, ça sera sur la chaîne YouTube. On a une chaîne YouTube, vous pouvez le voir entièrement et on vous préviendra de toute façon. Inch'Allah. Voilà. Inch'Allah. En tout cas, je suis ravie de cette conférence qui était quand même un domaine très, très vaste, mais qu'on a pu quand même circoncire par des points précis. Et je trouve qu'il faudrait renouveler la chose. Inch'Allah. 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 Donc, la géopolitique est autant un savoir qu'une pratique, hein, finalement, quand on pense. Oui. Et ça touche la vie humaine. Et la vie humaine est complexe. Oui. Voilà, on vit dans un milieu, dans une société, dans un pays précis. Et donc, voilà. Donc, ça concerne l'humain. Voilà, le développement humain aussi. Exactement. Voilà. Exactement. Ça touche tout. Voilà. Merci beaucoup, Madame Ouazzani. Merci beaucoup de me donner cette occasion de m'exprimer devant ce panel de personnalités aussi intéressantes les unes que les autres, avec des idées très importantes, des idées qui m'ont vraiment ébloui. Et merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui ont entendu et même ceux qui n'ont pas entendu. Parce qu'ils entendront. Vous savez, ça sera entendu par beaucoup de monde. Inch'Allah, ya Rabbi. Sur les réseaux sociaux, ça va vite prendre de l'ampleur. Inch'Allah, ya Rabbi. Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup, professeur El-Hello. Et on va renouveler, vous m'avez dit que vous allez faire un nouveau livre, que vous êtes déjà sur un autre sujet. On aura l'occasion, Inch'Allah, de projeter un exposé de votre prochain livre. Si vous mettez 3 ans à le faire, je trouve que c'est pas long pour un livre aussi consistant. Je trouve que c'est bien, c'est une performance. Voilà. Et que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ma chérie, pour l'encouragement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. À une prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah, ya Rabbi. Mais en tout cas, les questions étaient nombreuses et variées et surtout, ça a sollicité beaucoup de réflexion. Hein. Et de curiosité. Et de réflexion, parce que la curiosité, c'est aussi la réflexion. Hein. Ouais, ça fait partie de la réflexion.
c'est sûr. Voilà. Ok, donc merci beaucoup à tout le monde. Je vous souhaite une très belle soirée et à très bientôt. À très bientôt, Inch'Allah.